Ici, presque rien n'a changé. Le mur de soutènement des jardins, les espaces d'embarcation et les lavoirs. Les voyageurs traversent le canal tandis que les marchandises s'acheminent jusqu'à la Seine. J'aperçois la maison de Raveau, artiste longtemps encouragé par Girodet. Je crois pouvoir vous avouer, mon cher compatriote, que personne n'a fait plus que vous, preuve de disposition marquée. Vous êtes encore assez jeune pour espérer tenir un jour votre place dans la considération et l'estime publique. Mais le pays que vous habitez est à peu près l'éteignoir du génie et des talents. Je désirerais tant vous voir exercer sur un plus grand théâtre. En attendant, soyez persuadé de mes sentiments d'attachement sincère à votre égard. Votre très humble et obéissant serviteur. Je continue mon chemin. Là se trouvait l'une des 6 portes de la première enceinte de la ville. Aucune n'a résisté. Dans ce quartier à l'intérieur de la ville, l'eau est toujours présente. On pourrait presque y sentir encore l'odeur du poisson. La musique des commerces s'estompe et laisse place à l'horloge de la ville. C'est difficile d'imaginer qu'à l'entrée de cette rue commerçante se dressait une prison. En passant dans cette rue, c'est 140 ans d'histoire qui se déroulent devant mes yeux. Période où notre pays connut les plus grands troubles, comme les plus grandes gloires militaires. Rue Perrier. Alexandre Perrier, maire et propriétaire de cette partie de la ville, marécageuse à l'époque. Arrivé sur la place, je peux entendre la voix du même artiste. Préoccupé. J'interromps un moment ma palette pour vous répondre. Figurez-vous que je n'ai pas un instant de repos. Il faut que j'achève, jour et nuit, un ouvrage que j'ai annoncé à l'exposition du salon et qui n'est pas à moitié fait. Ce tableau m'occupe tellement qu'il n'y a aucune puissance capable de m'en détourner que celle qui me priverait de mes facultés d'action et d'entendement. Jusqu'à ce qu'il soit fini, je suis décidément mort, ou du moins invisible. Je ne sais en vérité comment je m'en sortirai, mais le sort de cet ouvrage doit être d'avoir un succès décidé ou de tomber tout à plat. Je n'y vois pas d'alternative.
Monsieur Giraudet, c'est ici que vos dessins, précieux témoignages, me projettent dans le temps. Je vois maintenant le château, du moins ce qu'il en reste. Heureusement que 2 toiles existent pour nourrir un peu mon imagination. Une partie des murailles, les 18 tours et la grande salle, célèbres pour ses 200 pieds de long. J'arrive enfin devant les tanneries, installées au pied du château. Elles sont toujours là, depuis le XVIe siècle. Il ne manque que les couleurs, les odeurs tenaces et le bruit de toute cette activité. Le nom de Henri de Tricty apparaît au détour d'une rue. C'est là que Suzanne Durand pourrait s'exclamer « Je dédie ce buste à mon bien-aimé, digne représentant des romantiques, dont la vie fut entièrement vouée à l'art. Que ta mémoire s'inscrive à jamais dans ce marbre. » Le 24 novembre 1804, Sa Sainteté le pape Pie VII, passant par Montargis, a séjourné dans cette maison. Pour en perpétuer la mémoire, mademoiselle Viénot de Vaublanc a fait poser cette plaque. Je pousse la porte du jardin d'Urzy et je pense à cet homme qui légua sa fortune pour créer une école professionnelle. Un immeuble à la silhouette finement découpée se dresse devant moi. C'est l'ancienne caisse d'épargne, îlot surprenant compris entre le canal de Briare et la rivière du Loing.